Mesdames et messieurs, bonjour, très bon début de semaine à vous tous pour ce samedi 21 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le lancement d'un séminaire sur l'intégration régionale a eu lieu ce matin à l'Institut diplomatique en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'État islamique a revendiqué l'attaque d'un poste militaire au Yémen hier, le vendredi. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Un séminaire sur l'intégration régionale intitulé Défis et opportunités et analyse des expériences internationales s'est ouvert aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques. La cérémonie du lancement de ce séminaire a vu la présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Dr Moussa Ali Megak, des diplomates, des hauts cadres de l'administration, mais aussi des cadres des établissements publics et du privé. Commentaire. Un séminaire sur l'intégration régionale intitulé Défis et opportunités et analyse des expériences internationales s'est ouvert aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques. La cérémonie de lancement de ces séminaires a vu la présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Dr Moussa Ali Megak, des diplomates, de hauts cadres de l'administration, des cadres des établissements publics et du privé, ainsi que des parlementaires vont participer à ces séminaires. Ce séminaire se déroulera du 21 au 28 novembre et sera animé par un expert international chevronné, en l'occurrence M. Christian Germers, qui est un grand économiste avec une longue expérience dans ce domaine au sein de la Commission européenne et a servi au cours de sa carrière en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Djibouti a des potentialités extraordinaires malgré certains des voisins qui, comme vous le savez, se débattent dans des difficultés horribles, des guerres et les conséquences de celles-ci, et ce n'est pas terminé malheureusement, et que Djibouti a un grand avenir dans cette intégration régionale, mais ça marchera dans la mesure où Djibouti pourra effectivement être à la hauteur, plus que ça, prendre un rôle de leader pour aider les pays voisins et pris dans leurs difficultés à arriver à mettre en place cette coopération qui est absolument indispensable pour résoudre ces problèmes et surtout pour assurer un développement soutenable dans toute la région. Ce séminaire sur l'intégration régionale vise à renforcer la capacité à maîtriser réellement des sujets techniques d'intérêt économique nationaux entre les pays voisins. Dr Moussa Ali Megak, directeur de l'Institut, se réjouit quant à lui de l'organisation de ces séminaires. L'organisation de ce genre d'événements est un moment important pour l'Institut des études diplomatiques qui continue de réunir sous forme d'ateliers des diplomates, des hauts cadres de notre administration, des cadres des établissements publics et du privé, mais aussi des parlementaires autour des sujets d'importance pour notre pays. Et ceci sous l'animation d'un expert international reconnu dans son domaine. Le réseau pédagogique international de ces académies nous offre une gamme diversifiée d'experts internationaux de haut niveau qui nous permet de maintenir la qualité de nos formations. Donc, mesdames et messieurs, ce séminaire est l'occasion pour vous de confronter vos acquis à un spécialiste en la matière et je souhaite que vos échanges soient couronnés de succès. Je voudrais aussi attirer votre attention qu'en tant que jeune institution qui a ambition de devenir un centre d'excellence, nous avons besoin de vos suggestions et de feedback pour continuer à améliorer la qualité de nos formations. Ce séminaire a été financé par l'Union européenne qui ne ménage aucun effort pour soutenir les activités de formation de l'Institut depuis son inauguration par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Hamza Mohamed Ahmed, RTD, à l'Institut des études diplomatiques. De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a rappelé l'importance qu'en revêt cet atelier. On l'écoute. Pour nous, de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut, à l'occasion donc du lancement de ce séminaire
sur l'intégration régionale, qui est donc une composante très importante de notre développement économique, puisque, comme vous le savez, c'est le 4e axe de la vision 2035 de développement de notre pays. C'est également le 4e axe sur lequel repose notre développement dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée que nous appelons le SCAP. Et vous voyez bien que compte tenu de notre position, compte tenu de nos caractéristiques en tant que pays, que pour nous l'intégration régionale, c'est un facteur clé pour notre développement. Djibouti a pour ambition de servir de plateforme pour les pays de la région, et donc que nous puissions avoir les connaissances, les analyses, les tenants et les aboutissants de cette intégration régionale, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de travail avec l'Éthiopie, mais il y a encore des pays avec lesquels nous pouvons faire beaucoup de choses, comme la Somalie, même si la situation politique ne le permet pas totalement. Ça reste quand même un pays pour lequel le gouvernement accorde une importance particulière dans ses activités de développement économique et d'intégration économique. Au-delà de l'Éthiopie, il y a le Sud-Soudan, qui, c'est vrai aussi, est dans une situation politique difficile, mais ça n'empêche pas de travailler là-dessus, avec l'Éthiopie comme un pays de transit. Et vous voyez bien que ce thème-là est capital pour notre pays, parce que toute notre stratégie repose là-dessus. Autre nouvelle du pays, l'Association pour la promotion de l'éducation et du développement a organisé une caravane médicale dans la localité de Omar Djaga, dans la région d'Arta. Cette dernière a regroupé 4 docteurs généralistes, à savoir Dr Hassan, médecin à la SNSS, le Dr Hussein, médecin-chef du CEMH d'Arta, Dr Saad, médecin à la Caisse nationale de la sécurité sociale, et enfin Dr Yassine, médecin-chef également de la CNSS, mais qui est à Arta. Commentaire également dans ce reportage. APED est une association active de la région d'Arta. Elle regroupe les jeunes diplômés et natifs de la région. Ils ont auparavant réalisé plusieurs activités, notamment de cours de soutien pour les élèves du collège et du lycée. Des tournois d'organisation de nettoyage durant l'été à Ouéa étaient également organisés. L'association APED envisage à entreprendre d'autres activités comme le creusage de puits cimentés et le puits à profondeur moyen, ainsi que la formation des pêcheurs de la région et des agro-éleveurs et la distribution de kits de stockage d'eau. L'association remercie la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Hana Farah Assoué, pour la dotation des médicaments. L'association remercie également le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Oukié, pour son appui technique et le président du conseil régional d'Arta, Omar Jama'a, pour ses conseils. Et pour finir, l'association remercie le député Omar Waberimolo. Aujourd'hui, on vient ici pour la localité de Omar Jama'a pour effectuer une caravane médicale qui a regroupé l'ensemble de l'association APED. Nous remercions la directrice de la CNSS, Mme Hana Farah Assoué, qui nous a octroyé un don des médicaments. Nous remercions également le préfet d'Arta, Abdullahi Darar Oukié, le président du conseil régional, pour son appui technique. Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin pour la réalisation de ces caravanes. Nous avons pu soigner 80% sont des enfants. À la page sport de ce journal, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de la natation a lancé hier matin à la piscine des forces armées djiboutiennes le championnat national de natation. Écoutons là-dessus les commentaires de Choukri Moussa. Ce championnat a pour but de permettre la pratique de cette discipline et ainsi contribuer à la promotion du sport national. Le président de la Fédération nationale de natation, M. Ali Adabo, n'a pas manqué de remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Badoul Hassan Badoul, pour son appui permanent et son engagement personnel à vouloir rehausser le niveau du sport djiboutien. Cette discipline peut pratiquer dans le temps, quand aujourd'hui plusieurs disciplines, grâce à la politique de la promotion et du développement du sport national menée par le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, conformément à la feuille de route du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le directeur du sport a quant à lui rappelé l'importance des championnats pour la détection des nouveaux talents.
Il a aussi souligné que la Fédération de natation a organisé diverses activités durant la saison dernière et encourage de ce fait la Fédération à aller dans ce sens pour rehausser le niveau du sport national. Pour finir, il a ajouté que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport avait signé avec le mouvement fédéral une convention d'objectifs dans le but de converger les efforts pour rehausser le niveau du sport national. Dieu merci, nous enregistrons aujourd'hui un engouement pour la natation. Nous enregistrons également, contrairement à l'année dernière, une augmentation de nombre de clubs, également donc des adhérents. Nous félicitons tous ces participants et nous leur demandons de persévérer. Nous remercions aujourd'hui également le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui nous appuie à tout moment dans nos activités. Nous remercions particulièrement le secrétaire d'État, M. Badoul Hassan Batoul, pour toutes les aides et l'appui qu'il a apporté à notre fédération. C'est l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après pour la suite de ce journal. Donc voilà ensemble pour la suite de notre édition et toujours dans la page sport de ce journal. Le directeur du sport a quant à lui rappelé l'importance des championnats pour la détection de nouveaux talents en la matière dans le sport de la natation. Voici ses propos. La Fédération djiboutienne de natation a réalisé des performances sportives excellentes au courant de l'année passée. Cette fédération a réalisé un championnat national régulier avec plus de 12 journées nationales, des journées de sensibilisation à la découverte de la natation dans Djibouti et dans la région de l'intérieur, des participations à des compétitions africaines, des formations pour le cadre. Globalement, le bilan de la Fédération de natation est positif. J'encourage le président de la fédération et son staff technique à aller dans ce sens et à s'occuper de la jeunesse djiboutienne. C'est dans ce cadre que le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, son Excellence M. Badoul Hassan Batoul, a ratifié une convention de performance avec l'ensemble des fédérations nationales sportives. Globalement, que dit-elle cette convention de performance? Elle rappelle un peu les attributions de chacun. Les fédérations nationales sportives doivent promouvoir, développer, proposer des projets de développement de leurs disciplines respectives depuis la base jusqu'à l'émergence des jeunes talents. Le secrétariat d'État à la jeunesse et sport doit accompagner les projets de ces fédérations, notamment en apportant des appuis logistiques, des matériels, des équipements sportifs et des subventions. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler cette année pour rehausser le niveau du sport national. Je remercie également le général Zakaria d'avoir mis à notre disposition l'unique piscine qui se trouve ici au régime. Toujours en sport national, la Fédération djiboutienne de canoë-kayak a lancé hier après-midi à la plage d'Héron la Super Coupe pour le lancement de la saison sportive 2015-2016. Commentaire de Ladan Assobi. 10 équipes dont 5 équipes féminines et 5 équipes masculines ont pris part à cette super coupe. Cette super coupe permet de réunir les meilleurs compétiteurs d'aviron et canoë pour lancer la nouvelle saison sportive 2015-2016. Monsieur Abshir Ali, chef de service et sport fédéral et de masse, a souligné durant son intervention l'intérêt primordial qu'accorde le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport à la promotion et au développement de cette nouvelle discipline. Il a ajouté que le département du sport appuie, accompagne, suit et évalue les activités sportives des différentes structures fédérales. Et c'est dans le cadre de la convention d'objectifs. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour la Super Coupe d'aviron et des canoës qui permet également de lancer les championnats nationaux d'aviron et des canoës. Et sur cette plage d'Héron, nous avons vu beaucoup de jeunes ayant une volonté pour la pratique de l'aviron et des canoës. Des jeunes filles et garçons très engagés dans les activités du championnat. Et nous remercions la fédération de pouvoir faire en si peu de temps la promotion de cette discipline sportive. Et quant à la structure étatique qui est le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, elle accompagne, appuie et soutient de près
les fédérations nationales et sportives afin de vulgariser les disciplines, de promouvoir mais aussi de développer. Ma présence ici s'inscrit également dans le cadre de la convention d'objectifs qui nous oblige à accompagner, à suivre, mais aussi à évaluer les fédérations nationales et sportives. Fait divers dans ce journal. La direction de la sécurité publique a interpellé et arrêté 2 ressortissantes d'origine zimbabwéenne qui ont commis un acte d'escroquerie sur une commerçante djiboutienne de la place. Plus d'explications avec Ladal Assoubi. Face à ce judice, les officiers de la police judiciaire de la brigade d'enquête et des délégations judiciaires en étroite collaboration avec la brigade de la voie publique ont réussi à mettre la main sur ces 2 ressortissants zimbabwéens au moment où ils s'apprêtaient à quitter le territoire. La police du commissariat central a, au cours de cette opération, réussi à retrouver la somme de $20 000 dérobée à la commerçante djiboutienne. Rappelons que cette femme a transité dans divers pays de la sous-région, à savoir l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et l'Érythrée, mais aussi dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso et le Sénégal. Pour plus de précisions, écoutons le commandant adjoint de la brigade d'enquête et de délégation judiciaire, M. Ilmi Hassan Iltiré. Lui ont soutiré une somme d'argent de 3 540 000, correspondant à $20 000 US. Ces 2 femmes escrocs lui ont remis une somme d'argent de $596. Pour la plupart ont payé $1 au lieu de $20 000. Les auteurs de ces actes ont pris la fuite après avoir commis leur forfait. Face à ces préjudices énormes subis par une commerçante djiboutienne, les OBJ de la brigade d'enquête et de délégation judiciaire, appuyés par leurs collègues de la brigade de la voie publique, ont entamé des investigations approfondies en vue d'interpeller ces 2 Zimbabwéennes. Ces investigations se sont avérées fructueuses car nous avons réussi, en l'espace de 3 heures, à les appréhender dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Djibouti, alors que ces 2 femmes s'apprêtaient à s'embarquer à bord d'un avion en partance vers Addis Abeba. Nous avons également réussi à retrouver la somme de $20 000 dérobée à la commerçante djiboutienne. Et tout ceci en si peu de temps. Il s'agit là d'une affaire liée à la criminalité organisée transnationale, perpétrée cette fois par des femmes étrangères. Ces femmes ont passé dans divers pays de la sous-région, notamment l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, l'Érythrée, mais également dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et le Sénégal, dont il aurait probablement commis des actes similaires. Nous attirons l'attention des commerçants djiboutiens pour faire preuve de vigilance face à ces agissements malveillants. Les photos et les identités de ces femmes ont été communiquées par voie d'Interpol afin d'informer nos partenaires de la police internationale. Ces 2 femmes seront déférées dès demain matin devant le parquet de la République. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans la ville de Djibouti la dernière semaine, le ministère de la Santé mènera des actions de lutte contre la prolifération des mouches afin d'endiguer les cas de diarrhée ainsi que les autres maladies relatives aux problèmes d'hygiène. Le ministère de la Santé donc informe la population que le service d'hygiène va procéder à des actions de fumigation à partir de demain dans tous les quartiers de la capitale. Le ministère de la Santé demande à toute la population qu'il est primordial de protéger l'environnement en évitant de jeter les déchets ménagers sur la place publique. Fin du communiqué du ministère de la Santé. Actualité régionale maintenant, au Yémen notamment. L'État islamique a revendiqué hier l'attaque des postes militaires de la région d'Hadramout dans l'est du Yémen où 54 personnes ont trouvé la mort. 19 soldats et 35 activistes ont été tués dans cette attaque selon une source proche des services de sécurité. Dans un premier temps, une autre source sécuritaire avait imputé cette attaque à un commando d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique Arba. Dans un communiqué, l'État islamique affirme avoir visé 3 postes militaires différents et tué près de 50 soldats dans cette opération et ajoute qu'un seul de ces combattants a péri dans l'explosion d'une voiture piégée.
Le combat se poursuivait dans l'après-midi d'hier après l'attaque initiale des activistes contre une caserne située entre les localités de Shibam et d'Al-Qadn, précise une source parmi les services de sécurité. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée montre une puissante explosion suivie par une importante colonne de fumée. On y entend également des cris. Dans le chaos qui règne au Yémen, où des miliciens chiites qui affrontent les forces gouvernementales soutenues par la coalition saoudienne, les djihadistes d'Aqpa ont pris le contrôle d'une partie de Hadramout dans la région de Moukalla sur la côte. Mais l'attaque lancée vendredi contre des positions militaires est la première depuis des mois. De leur côté, les djihadistes yéménites affiliés à l'État islamique sont pris à tous les camps impliqués dans la guerre civile visant des mosquées fréquentées par des chiites Houthis. Les forces de la coalition internationale menée par l'Arabie saoudite et un groupe de combattants anti-Houthis avec des attentats suicides qui ont fait plusieurs dizaines de morts en septembre dernier à Aden. Actualité toujours, mais cette fois-ci en Afrique, au Mali. L'état d'urgence est décrété au Mali pour une durée de 10 jours suite à l'attaque avec prise d'otage hier à Bamako qui avait fait 21 morts. Un deuil national de 3 jours a également été annoncé. Commentaire de Hussein Aouled. Après l'attaque sanglante vendredi de l'hôtel Radisson de Bamako, l'un des hôtels les plus huppés de la capitale malienne, le gouvernement a annoncé l'état d'urgence pour 10 jours à compter d'hier minuit. Le bilan est lourd, a déploré Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, pendant une allocution à la télévision d'État, avant de déclarer 3 jours de deuil national. Le chef de l'État a précisé que 21 personnes, dont des assaillants, sont morts lors de cette attaque et qu'il y a 7 blessés. Un responsable des Nations Unies avait auparavant avancé sous les sceaux de l'anonymat un bilan de 27 morts. Parmi eux figure un ressortissant américain, un haut fonctionnaire belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles en mission à Bamako et 3 ressortissants chinois, ce qui confirmait leurs pays respectifs. Au cours de l'attaque, 12 salariés d'Air France, des pilotes et 10 membres d'équipage ont été exfiltrés et conduits en lieu sûr, a annoncé la compagnie française, qui a décidé la suspension pendant une durée indéterminée qui est de ses vols entre Paris et Bamako. Cette attaque a été revendiquée par des djihadistes d'Al-Mourabitoun, groupe affilié à Al-Qaïda. Dans la soirée d'hier, le chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar a adressé un document sonore à la chaîne qatari Al Jazeera, dans lequel il reconnaît avoir mené l'opération de prise d'otages à l'hôtel Radisson de Bamako. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution française qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre le groupe État islamique. Une semaine après les attentats qui ont fait 130 morts à Paris, la résolution demande aux États qui en sont capables de prendre toutes les mesures nécessaires en conformité avec les lois internationales et en particulier avec la charte de l'ONU sur le territoire contrôlé par l'État islamique, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Les pays sont invités à redoubler d'efforts et à coordonner leurs initiatives afin de prévenir et stopper les actes terroristes commis spécifiquement par l'État islamique ainsi que par d'autres groupes extrémistes associés à Al-Qaïda. Le Conseil qualifie également l'État islamique de menace mondiale et sans précédent contre la paix et la sécurité internationale et se déclare déterminé à combattre par tous les moyens cette menace. La résolution ne donne pas à proprement parler l'autorisation légale pour agir militairement contre l'État islamique et elle n'invoque pas l'article 7 de la charte de l'ONU qui prévoit l'emploi de la force, mais elle fournit un appui politique à la campagne contre les djihadistes en Syrie et en Irak qui a été intensifiée à la suite des attentats de Paris revendiqués par l'État islamique. Les raids aériens français en Syrie ont pour base légale le droit d'un État à se défendre contre une attaque reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La résolution condamne les attaques à Paris, mais aussi celles qui ont été menées depuis début octobre par l'État islamique à Sousse en Tunisie, à Ankara, Beyrouth ou encore un avion russe au-dessus de l'Égypte, au Sinaï. Et social cette fois-ci, et chez nos voisins éthiopiens, l'Ethiopian Airlines a lancé son premier vol uniquement opéré que par des femmes. Les membres d'équipage entièrement féminins jusqu'au cadre supérieur. Les préparatifs de ce vol sur sol ont également été menés par des femmes. L'avion est parti pour Bangkok, en Thaïlande, mercredi dernier, et à l'arrivée à Bangkok, les agents des douanes et de l'immigration étaient également des femmes. Commentaire. قال رئيس تنفيذي للخدود الجوية الإثيوبية قبل مريم
Les membres d'équipage sont entièrement féminins jusqu'au cadre supérieur. Les préparatifs de vol sur sol ont également été menés par des femmes. L'avion est parti pour Bangkok en Thaïlande mercredi dernier et à l'arrivée à Bangkok, les agents de douane et de l'immigration étaient aussi des femmes. Cela a été fait pour célébrer les femmes et de promouvoir l'autonomisation des femmes en Afrique. Cette initiative permet d'encourager plus de femmes africaines à poursuivre une carrière de l'aviation. Ici, dans le continent de l'Afrique, nous sommes en retard dans l'autonomisation des femmes. Cela va donc inspirer toutes les filles de l'école en Afrique que l'on a un avenir très prometteur au XXIe siècle de l'aviation, a déclaré le BDG de la compagnie aérienne éthiopienne, Gabriel Mariam. La compagnie aérienne a également lancé un service destiné aux nouvelles mères où elle a créé une salle d'allaitement dotée d'équipements modernes tels que des confortables chaises inclinables et des réfrigérateurs pour le stockage du lait maternel. Gabriel Mariam décrit la société comme une organisation sensible au genre qui vise à poursuivre sa position d'être un employeur pour l'égalité des chances. Bravo aux femmes et bien sûr, j'espère que des femmes djiboutiennes également prendront exemple comme les femmes d'Ethiopian Airlines d'Éthiopie. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Mais restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est le focus de Ferdous Hussein. Ferdous Hussein nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ferdous. Bonjour Chefri. Et nous allons commencer par le 27e sommet de l'ASEAN qui se tient actuellement à Kuala Lumpur. Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de ce sommet? Tout à fait, Choukri. Les 10 chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN tiennent un sommet aujourd'hui à Kuala Lumpur, le 27e de l'ASEAN qui débute aujourd'hui dans le centre de conférence internationale. Notamment, nous allons parler dans ce focus, Choukri, du contexte de sa création, mais aussi des difficultés que rencontre cette communauté de l'ASEAN à cause notamment à cause des problèmes, des inégalités liées au PIB. Pour commencer, nous allons parler du contexte de sa création, créée en 1967 autour de 6 pays, puis élargie progressivement à 10. La communauté des pays d'Asie du Sud-Est compte 622 millions de personnes avec un PIB cumulé à 530 milliards de dollars très tôt. En 92, les 6 membres fondateurs, craignant la montée en puissance de la Chine auprès des investisseurs étrangers, ont mis en place une zone de libre-échange AFTA. Cet accord conduit en 2010 des biens de commerce et des biens manufacturés, bon an, mal an, malgré le maintien des barrières non tarifaires de l'intégration économique s'est mise en marche pour l'heure. Les échanges intra-ASEAN représentent 24% des échanges. La nouvelle étape, la création de communautés économiques, doit être concrétisée le 31 décembre prochain et déboucher sur un marché unique de biens et de services, de capitaux et de certaines catégories de travailleurs qualifiés. Seulement, loin d'être une zone homogène, l'ASEAN risque d'être à la peine pour aller plus en avant dans ce projet. Les niveaux du PIB par habitant sont extrêmement divers, s'échelonnant de 915 $ en Birmanie à 53 000 $ pour Singapour. Cela explique les difficultés de mise en œuvre des dispositions de l'accord, car si la libéralisation des échanges de biens manufacturés semble relativement simple, la réduction des barrières non tarifaires ou le renforcement de coopération douanière sont plus complexes à mettre en place. Cela apparaît d'autant plus délicat que le secrétariat de l'ASEAN dispose d'un faible poids politique. Mais ce n'est pas tout. Le problème essentiel de l'ASEAN tient au fait qu'il n'y a pas de locomotive économique et donc finalement pas de leader. Et pour la COP21 qui se tiendra prochainement dans moins de 2 semaines à Paris, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ça? Oui, Choukri, je voulais parler dans ce focus de la marche qui a été notamment annulée, manifestée autrement.
Alors que les manifestations sur la voie publique à Paris ont été interdites dans le cadre de l'état d'urgence en France, les ONG étudient d'autres formes de mobilisation en amont et pendant la COP21. La coalition Climat 21, qui regroupe 130 organisations, envisage une mobilisation en ligne. Avaz, une organisation également membre de la coalition Climat 21, a décidé, elle, d'appeler les Franciliens à venir déposer à partir de ce vendredi des chaussures sur la place de la République. Lieu d'hommage à recueillement. Oui, voilà. Avaz prévoit le 29 novembre d'envahir la place de la République avec des chaussures en marche. Un collectif appelé la désobéissance, notamment un rassemblement dans les calmes, sans haine et sans violence sur la place de la République le 29 novembre prochain. L'interdiction des autorités, notamment le maintien des événements de la société civile pendant la conférence. En revanche, le gouvernement a autorisé la totalité des manifestants à organiser dans des espaces fermés et aisément sécurisables. Plus de 300 événements, débats, conférences sont prévus pendant toute la durée de la conférence internationale. Tous ces événements sont maintenus à l'exception des déplacements scolaires sur les sites de Bourges. Les zones ouvertes au public, l'une pour les entreprises et l'autre pour les organisations de la société civile, sont elles aussi maintenues. En dehors de Paris, 2000 événements, donc plus de 50 marches et plus de le 28 et 29 novembre prochain dans plus de 150 pays pour soutenir la conférence et calmer et réclamer les engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique à Paris. De grandes manifestations étaient initialement prévues le 29 novembre, veille de l'ouverture de la COP21, et le 12 décembre, au lendemain de la clôture de la conférence. Alors, un nouvel attentat semble avoir été déjoué. La présidence de la conférence a annoncé qu'afin d'éviter tout risque supplémentaire, le gouvernement a décidé de ne pas autoriser les marches pour le climat prévues sur la voie publique à Paris et dans les autres villes de France le 29 novembre et 12 décembre. Date de la fermeture de la conférence du COP21. Tout à fait. Et dans notre page sport, le grand classico, FC Barcelone, Real Madrid. C'est ce soir. Vous allez suivre notamment en direct sur la RTD, mais parlons des rivalités comme les autres. Ce soir, c'est l'heure du Classico, les chiffres marquants d'un duel hors du commun entre les deux plus grands clubs de la planète. Le Real Madrid, qui a subi sa première défaite de la maison lors de la dernière journée sur la pelouse du FC Séville. Les hommes de Benitez ont perdu la première place du classement, désormais détenu par le Barça. En cas de défaite, les merengues accuserait 6 points de retard. Quant à FC Barcelone a donc pris la tête de la Liga il y a 15 jours grâce à sa victoire sur Villarreal 3-0 au Camp Nou avec 3 points d'avance sur son rival madrilène, le Barça. Aborde ce choc en position de force, ça sera suffisant. Ce grand match en perspective avec des buts et des spectacles, pourquoi pas un nul? Bien sûr, il faut dire aussi que beaucoup d'amoureux du ballon rond suivront ce grand classico. Et notamment, nous allons suivre ce match en direct sur la RTD à partir de 20h15. Inch'Allah, merci Ferdouz pour cette précision et bon match à tous les amoureux du ballon rond. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h. Sachez que ce soir, vous avez rendez-vous à 22h et avec Asma Bakr et Ali Abdillahi. Et je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. Très heureuse de vous retrouver. À demain, Inch'Allah. Bye bye.